toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous en ce bel après-midi. Parmi vous parce que vous êtes nombreux dans cette salle. Également ceux qui nous écoutent en ligne. Je sais qu'il y a pas mal de personnes connectées à Internet et qui suivent ça sur les 3 jours en direct. Et puis avec nos 3 intervenants de cet après-midi. Alors aujourd'hui, on va parler, comme vous pouvez le voir sur les écrans, d'aménagement, de mobilité, de logement, à travers la question du communalisme, pardon, pas du communisme, du communalisme. Parce que c'est vrai que ça pose tout un tas de questions. Alors on va les aborder, je ne serai pas trop long dans la présentation. Simplement me présenter très rapidement. Donc Victor Delage, je suis le fondateur de l'Institut Terram. C'est un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion dédié à l'étude des territoires. On est un think tank pluridisciplinaire, donc on parle d'aménagement, de mobilité, de logement, mais on peut aussi parler de jeunesse, de sport, d'intelligence artificielle, de services publics, toutes ces choses-là. Ce qui nous différencie un petit peu par rapport à nos autres amis think tank, c'est qu'on le fait à chaque fois à travers la dimension des territoires. Et donc là, vous voyez afficher nos toutes premières études. Je le disais, c'est un nouveau think tank parce que officiellement, on s'est lancé en avril 2024. Et le lancement, il a eu lieu notamment à travers la publication d'un rapport qui s'intitule « Réforme territoriale pour une démocratie locale à l'échelle des bassins de vie » et qui a été coécrit par 2 auteurs savants qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, Jean Coldefy et Jacques Lévy. Alors, pour rentrer très, très rapidement dans le vif du sujet, pour vous expliquer un peu le déroulé, moi je vais bien sûr présenter les 3 intervenants. Ensuite, il y aura un mot introductif pour chacun d'entre eux. On fera ça de manière assez concise pour qu'ensuite on puisse avoir 3 temps différents avec chaque intervenant pour revenir sur les 3 problématiques et les 3 sujets qui ont été évoqués. Vous avez la possibilité aussi de nous envoyer tout au long de cet échange des questions. Moi, je les reçois sur une tablette en direct, donc je n'hésiterai pas à interrompre les intervenants pour leur poser vos questions. Vous pouvez aussi, ça peut être nominatif, mais c'est pas une obligation. Et puis ensuite, donc, on aura un dernier temps, un ultime temps, où vous aurez encore la possibilité d'échanger avec les intervenants. Alors, pour débuter, j'ai le plaisir de présenter les 3 intervenants du jour. Donc, Lily Munson, vous êtes normalienne, diplômée en géographie et en urbanisme. Vous avez travaillé 5 ans au cabinet de l'adjoint à l'urbanisme et à l'architecture de la ville de Paris, d'abord en tant que conseillère politique et ensuite comme directrice, avant de devenir secrétaire générale de Ville Vivante. Votre action en faveur de la création de logements sociaux à Paris, tant par la préemption dans le diffus que par des opérations immobilières d'ampleur, ainsi que la conduite de la révision du PLU bioclimatique, ont renforcé votre détermination à s'intéresser et à expérimenter tous les outils existants pour la résolution de la crise du logement. Jacques Lévy, bonjour. Vous êtes chercheur en sciences du social. Vous travaillez sur la théorie de l'espace des sociétés, sur la géographie du politique, des villes et de l'urbanité, de l'espace public et de l'urbanisme, de l'Europe et de la mondialisation. Vous vous intéressez à l'épistémologie et aux méthodes des sciences sociales, à la cartographie et à la modélisation. Et vous avez aussi beaucoup fait sur tout ce qui est lié au langage non-verbaux. Vous avez plus de 850 publications à votre actif et vous avez réalisé une dizaine de films scientifiques. Et je le rappelle, en 2018, vous avez obtenu le prix Vautrin-Lud, qui est un prix extrêmement prestigieux puisqu'il correspond au prix Nobel de géographie. Et puis pour finir, Jean Coldefy, vous êtes ingénieur de l'École centrale de Lille, vous présidez le conseil scientifique de France Mobilité, vous êtes aussi impliqué dans beaucoup de think tanks qui travaillent sur les enjeux de mobilité. Vous avez été adjoint du service mobilité urbaine de la métropole de Lyon, après avoir été responsable d'activités sur les mobilités et l'innovation dans une société de conseil et élu local pendant 12 ans. Vous avez participé à l'écriture de la loi d'orientation des mobilités et vous assistez des entreprises et des collectivités dans leurs projets de mobilité et vous intervenez également dans plusieurs écoles, dans plusieurs grandes écoles et universités. Donc peut-être pour vraiment ouvrir les débats, pour poser les problématiques, et après on aura des temps un petit peu plus longs pour les développer, peut-être un mot introductif. Peut-être, Jacques, on pourrait commencer avec vous.
Par rapport à cette thématique un petit peu globale, comment ça se fait? Pourquoi cette question de la gouvernance locale, de la gouvernance des territoires est un vieux serpent de mer dans le débat politique français? Pourquoi c'est un... Bon, bonjour et merci de nous accueillir. Pourquoi c'est un serpent de mer? Je pense parce que le bon sens devrait faire qu'on règle le problème et qu'on n'en parle plus. Mais il y a des forces importantes dans le système politique français qui empêchent ce bon sens de s'actualiser et qui défend un système qui est de plus en plus décalé par rapport à la réalité. Donc je suis content qu'on aborde ces sujets. C'est pas très facile dans la mesure où spontanément, on a tendance à considérer que c'est un sujet technocratique, au mieux technique, au pire technocratique, et que les vrais problèmes n'y sont pas. Et donc ce que j'espère de ce débat, c'est que vous sortirez convaincus qu'en fait, beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur, et en matière politique, à mon avis, ce qui nous tient le plus à cœur en tant que citoyens, c'est la justice, et donc que les questions de justice sont très très clairement en résonance avec ce qui paraît donc un sujet technique, c'est-à-dire à quel niveau d'échelle placer la gouvernance du local. Lily, j'ai précisé que vous étiez donc secrétaire générale de Ville Vivante. Est-ce que vous pourriez revenir un peu pour nous, pour ceux qui nous écoutent, sur ce que vous faites concrètement, les actions que vous menez, les problématiques qui sont au cœur de votre action avec Ville Vivante? Tout à fait, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Ville Vivante, c'est une société qui a une dizaine d'années. On est spécialisé donc sur le BIMBY, le Build in My Backyard. Et donc, l'idée, c'est en fait de s'appuyer sur les logements existants, sur les habitants et leurs projets pour faire évoluer justement leur maison, pour créer du logement supplémentaire en les aidant à être maîtres d'ouvrage de leurs projets et à construire dans leur jardin ou construire en surélévation. Ça demande de faire du sur-mesure, vraiment, et en même temps d'aller chercher le foncier là où il est, c'est-à-dire en fait, dans le jardin des particuliers. Et ça permet, notamment dans une perspective de ZAN ou de réduction de l'étalement urbain, de trouver des solutions, et en plus de ça, au plus proche, on va dire, des infrastructures existantes. Donc ça, c'est ce que fait Ville Vivante. Alors, on a plein de projets à travers la France, et puis, on continue la R&D sur ces sujets pour essayer de construire des nouveaux modèles et des nouveaux formats de production urbaine. Et je dois dire que moi, j'ai travaillé, donc, comme Victor, tu le disais, sur le PLU à Paris. Paris, c'est déjà très construit. Et on avait déjà cette question de il faut continuer à pouvoir accueillir des gens, construire des logements. Et on avait le débat politique permanent, puisqu'il y en avait qui voulaient faire plus d'espaces verts, d'autres qui voulaient pouvoir faire du logement, le débat que vous connaissez, j'imagine bien, sur la bétonisation. Et je dois dire que moi, ça m'a participé à ma très forte sensibilisation sur ces sujets. Et j'ai rejoint Ville Vivante justement en me disant, on va aller expérimenter des nouvelles choses, on va construire, mais dans le sens du développement plus raisonné, plus durable. Et je me rends compte, pour aller dans le sens de la question de la gouvernance, qu'en fait, on a énormément de freins. Et maintenant, moi qui ai travaillé 5 ans en collectivité, je dois dire que je me méfie aussi des outils de politique publique. Donc ce sera l'objet du débat, mais c'était pour ouvrir un peu, en petite provocation, le sujet. Justement, pour prolonger un petit peu cette provocation, si je puis dire, vous parliez des limites de cette gouvernance locale, gouvernance des territoires. Peut-être, Jean, effectivement, revenir sur c'est quoi notre gouvernance aujourd'hui et approfondir un petit peu ses limites pour justement nous propulser dans la thématique de cette table ronde. Alors, moi, je suis pas normalien, je suis beaucoup plus lent que Lily. Moi, ça m'a pris 20 ans à comprendre que le problème majeur sur les mobilités, puisque c'est mon domaine depuis 30 ans, le problème majeur, au final, c'est un problème de gouvernance. Et que tant qu'on ne l'aura pas résolu, ça sera difficile d'avancer sur cette question-là. Et quand vous parlez de mobilité, vous parlez d'occupation de l'espace et vous parlez aussi de politique de logement. Donc toutes ces choses-là sont quand même intimement liées.
pouvoir trouver un job près de là où on habite ou pouvoir trouver un logement qui correspond à ses aspirations et à ses contraintes, parfois ça suppose d'aller le chercher un peu plus loin. Donc tout ça est très lié. Alors donc, comme je suis très lent et pas normalien, j'ai prévu quelques slides pour illustrer mon propos. Ce qu'il faut avoir en tête, cette carte-là, c'est la carte à la fois de densité de la France. Donc vous voyez, plus c'est vert foncé, plus c'est dense. Donc vous voyez où se répartissent les résidents, là où on a notre logement. Et puis, vous avez ce que vous voyez, en fait, le gris, c'est 36 000 communes. Ce sont les 36 000 communes. Et si vous voulez regarder depuis un siècle, vous avez ici les kilomètres parcourus par jour, par personne en moyenne dans ce pays. Vous voyez qu'en 1900, on faisait 4 kilomètres par jour. Donc, pour reprendre une bonne expression de Jacques, on était des fermiers scotchés dans nos fermes. À l'époque, la vie n'était pas très drôle en 1900. On mourrait très jeune. Il n'y avait pas de problème de retraite. Et puis, vous voyez en jaune les kilomètres parcourus par la voiture. Et donc, on fait 40 kilomètres aujourd'hui par jour. En 1900, il y avait 35 000 communes. En 2024, il y a toujours 35 000 communes. En 1900, les communes faisaient 4 km de rayon. En fait, c'était à peu près une heure de temps de parcours, puisque à l'époque, le seul mode, c'était la marche. Aujourd'hui, vous en faites 40, et donc on a une déconnexion complète entre ce qu'on appelle l'espace de vie et l'espace politique. Vraiment. La commune n'est plus du tout à l'échelle de la mobilité et notamment d'autres sujets. Alors, avant de rentrer, je voudrais juste rappeler quelques faits historiques qui sont quand même importants. On a connu au XXe siècle l'urbanisation avec un exode rural très important, notamment après la Deuxième Guerre. C'est-à-dire qu'en sortie, en 1945, la moitié de la population active était agricole pratiquement. Donc, vous imaginez, hein, aujourd'hui c'est 2%. Et donc les campagnes se sont vidées au profit des villes qui ont concentré la création de richesses. Et puis, dans les années 70-80, on a vécu deux phénomènes quasi simultanés, que sont la périurbanisation, c'est-à-dire que des gens qui habitaient en ville se sont mis à 15, 20, 25 km de la ville. Ils ont trouvé des agriculteurs qui étaient tout contents de leur vendre 100 € un terrain qui en valait 1. Mais ils ont très vite pris la majorité dans ces populations, dans ces territoires, et ils ont décidé de fermer la porte derrière eux, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne plus construire. Donc, ce qu'on appelle la rente foncière. Voilà, c'est un peu comme je vais l'illustrer, c'est un peu comme les taxis, si vous voulez, qui ne veulent pas qu'il y ait d'autres taxis, comme ça ils peuvent pratiquer des prix très élevés. Uber est venu bousculer tout ça, mais pas dans ce domaine-là. Et puis par ailleurs, on a voulu lutter contre l'étalement urbain, et donc on a multiplié par 3 les prix de l'immobilier en 20 ans au centre. Le dernier phénomène, c'est la métropolisation. Donc, vous voyez sur cette carte, c'est la carte des créations d'emplois entre 1975 et 2016. En jaune, vous créez de l'emploi, en bleu, vous en détruisez. Et donc, comme en France, on ne comprend rien à l'économie, et les GECO, ça sert aussi à ça, celui qui gagne, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre perd. Vous voyez ? Ça s'appelle le malthusianisme, c'est très implanté en France. Et donc en France, quand on voit cette carte, les gens disent, ben voyez, les métropoles ont pris l'emploi aux villes moyennes qui sont les victimes, puisque aujourd'hui tout le monde est victime, des métropoles. En fait, c'est pas du tout ça. Si Saint-Étienne a perdu de l'emploi, c'est pas le même emploi que celui qui a été créé à Lyon. Manu France est parti de Saint-Étienne, il n'a pas été à Lyon, il est parti ailleurs dans le monde. Idem pour la sidérurgie. Et donc, la création qui s'est faite dans les métropoles, c'est l'économie de l'innovation. C'est-à-dire que quand vous êtes un pays où vous n'avez pas de main-d'œuvre, bon marché ou de matières premières, il faut fabriquer des produits que les autres ne produisent pas, en tout cas pas à des coûts en restant compétitifs. Et ça se passe dans les villes, puisque, scoop, les chercheurs ne se localisent pas dans le Cantal, mais plutôt dans les grandes agglomérations. Et les étudiants que vous êtes là, vous habitez très majoritairement, tous les jeunes habitent très majoritairement dans les villes. Et donc, on a ce phénomène de création d'emplois lié à l'économie de l'innovation, et en même temps, en France, et c'est le seul pays de l'Union européenne à avoir fait ce choix-là, on a détruit massivement notre industrie, on a divisé par 2 le poids de l'industrie dans notre valeur ajoutée, on est le seul pays, et donc c'est ce qui explique toutes ces taches bleues, notamment, puisqu'on avait beaucoup d'industries localisées. Alors, je termine là-dessus. Cette carte à droite, ces 3 cartes, c'est l'aire urbaine de Lyon. Ça vous montre l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent à Lyon. Ce qu'on appelle une aire urbaine. L'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle central.
En 68, en 90 et en 2011, en blanc, vous habitez, vous travaillez dans la même commune, et en rouge, vous faites 50 km. C'est un phénomène qui est massif, qui est majeur, qui est présent partout en France, j'allais dire quasiment dans le monde. Aujourd'hui, l'essentiel de l'accroissement de la population se fait en dehors des pôles urbains. Les 2/3, ça se passe dans le périurbain, et ça continue. Et on a à peu près 1/4 et 1/3 des emplois, des agglomérations qui sont occupées par des gens qui n'y habitent pas. Je vais le dire autrement, 90% de la population française est polarisée économiquement par le travail sur les villes, mais 50% seulement de la population française habite en ville. Donc vous imaginez les flux que ça génère. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on mène avec Jacques Lévy et Transdev. Vous avez ici à la fois la carte de la France que je vous ai déjà montrée, et à gauche vous avez les déplacements un jour ouvré de novembre. Donc vous voyez la polarisation sur Paris, très clairement, qu'on a relié avec des TGV. Vous voyez aussi ce qui se passe autour des grandes villes, ce qu'on appelle le phénomène de métropolisation des emplois. Et puis vous voyez aussi un certain nombre de petites villes qui finalement n'échangent plus beaucoup avec leurs voisines. Ce sont ce qu'on appelle des villes qui sont sur de l'économie résidentielle, c'est-à-dire des commerces de proximité, la fonction publique, le domaine de la santé et très peu d'économie productive. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le tableau d'ensemble. Et ce qui explique, tout ceci explique, puisque le lien à tout ça en termes de mobilité, c'est quand même les émissions de carbone. Il faut comprendre pourquoi on n'arrive pas à décarboner les transports. C'est le seul secteur dont les émissions ne baissent pas en France. Les transports, 30% des émissions, 16% pour la voiture, qui sont localisés pour, on va dire, 1/3 sur la longue distance, pas loin de la moitié sur les liens entre agglomérations périurbains et sur les liens entre les villes. Et vous voyez que ce qui concerne les villes-centres, c'est 0,2% des émissions. En fait, le job, il a déjà été fait. Le sujet, c'est pas ce qui se passe dans Lyon. Le sujet, c'est comment Lyon est relié avec sa banlieue et son territoire périurbain. Alors j'aimerais bien qu'on s'arrête quelques instants, quelques minutes sur justement les perspectives à la fois historiques et politiques qui ont façonné en fait cette gouvernance. Quand on regarde à l'échelle de l'histoire, on sait que c'est un débat ancien, parce que dès la Révolution française, d'un côté vous avez la vision des Jacobins très centralisateur pour un État fort, avec en face des Girondins qui eux sont pour un fédéralisme. Jacques, en quoi finalement l'histoire de notre organisation à la fois politique et historique ont marqué ces rapports, et qui sont souvent des rapports de force entre l'État et les pouvoirs locaux? Oui, effectivement, c'est une histoire qui commence pas mal. Les 35 000 communes, elles étaient assez justifiées à l'époque de la Révolution. Vous savez qu'on avait repris les paroisses, hein. Donc c'était des sociétés locales qui avaient évolué. Les paroisses pouvaient changer, donc ça correspondait, comme l'a dit Jean, à aussi un système de mobilité. Les gens passaient l'essentiel de leur temps sur le territoire de la commune et ils s'y passaient l'essentiel de leur vie. Et donc c'est assez logique que la constitution fédérale de la France se soit et entériné le fait que l'échelon de base, c'était celui de la société locale. C'était pas un découpage administratif, c'était quelque chose qui se construit dans une logique fédérale, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et ensuite, il y avait plein de niveaux, sans doute un peu trop, ils en avaient prévu beaucoup, qui arrivaient jusqu'au niveau national. Et le plus grand niveau, c'était le département, qui était déjà très grand, hein. Donc on dit souvent qu'ils ont été conçus pour qu'on puisse, en un jour de cheval, je ne sais pas si c'était l'aller ou l'aller-retour, c'était l'aller-retour ou l'aller ? Ça dépend quel cheval, peut-être. Ouais. Si on pouvait changer de cheval, en fait, on pouvait aller assez vite. On pouvait faire quasiment du 20 à l'heure. Hein, et vous savez que les premiers trains allaient moins vite que les chevaux. En fait, et c'est pas parce qu'ils étaient plus rapides, c'est parce ça coûtait beaucoup moins cher. Si vous vouliez avoir un cheval bon, c'est une petite parenthèse, que vous fatiguiez et puis ensuite vous en aviez un autre, c'était super cher, mais assez efficace. Donc il y avait ce système fédéral, hein, et vous savez que le 14 juillet, c'est pas la fête de l'armée, contrairement à ce que parfois on pourrait croire en voyant ce qui se passe. C'est la fête de la fédération. Et la fête de la fédération, donc ça ne commémore pas la prise de la Bastille, mais le 14 juillet 1789,
90, quand on a décidé la mise en place de la première constitution, qui était fédérale. Donc cette tradition fédérale, elle existe, elle a été bousculée par tous les événements complexes qui ont eu lieu dans le siècle qui a suivi, pendant la Révolution, mais après, bien sûr, Napoléon, grand centralisateur, hein, c'est lui qui a réactivé l'idée de déconcentration, c'est-à-dire le fait que l'État central projette des éléments de son pouvoir partout sur le territoire. C'est-à-dire un maillage qui est le contraire du fédéralisme, hein, qui est impérial, on pourrait dire, au sens où le grand l'emporte sur le petit, donc avec les préfets, par exemple, hein, qui est quand même une spécificité française, d'avoir un système de sous-ministère, en fait, dans chaque département et dans chaque région. Et puis, peut-être l'événement le plus important, c'est la Troisième République, l'avènement de la Troisième République, parce que là, la République a un problème. Hein. Vous savez qu'il n'y avait pas de majorité pour la République en 1870, et que le compromis se fait sur la base d'une protection, enfin d'une alliance de l'État central, qui reste centralisateur, et puis des notables ruraux, qui sont très très conservateurs à ce moment-là. Ils en ont marre que les Parisiens fassent la politique de la France. Ils ont fait ça pendant la Terreur, ils ont refait ça pendant la Commune de Paris, peu de temps avant. Et donc l'idée, c'est qu'on interdit aux villes de pouvoir avoir trop de pouvoir, et notamment comme l'exode rural dont on a parlé a commencé, on veut absolument que malgré les décalages, les écarts de population qui vont forcément croître entre le rural et l'urbain n'ait pas le pouvoir de contrôler en fait l'ensemble du pays. Et donc il va y avoir tout un système de protection des communes rurales avec un nouveau rôle joué par les départements et le fait qu'on ne peut pratiquement plus imposer de changement de fusion de communes, ce qui était encore le cas sous le Second Empire. Hein. Vous savez que Paris a cru de façon importante en 1860, en avalant les communes limitrophes. Donc Paris en 1860, c'était encore l'aire urbaine de Paris, avec 3 millions d'habitants. Et ensuite, donc on arrête ça en permettant en fait aux maires en pratique d'empêcher toute fusion. Donc c'est pour ça qu'on a ce système qui se décale progressivement sans changer. C'est-à-dire, c'est intéressant comme expérience historique, c'est le fait que si vous ne changez pas un élément quand tout le reste change, en fait, vous changez. Et donc ce qu'avaient prévu les révolutionnaires de 1789, en apparence, c'est resté tel quel. Mais en réalité, ça a beaucoup changé avec cette idée de la Troisième République que l'espace local n'est pas un espace politique. C'est un espace corporatif, au même titre que les syndicats. Et c'est ce qu'on appelle en France les corps intermédiaires. Hein, donc ce ne sont pas des entités politiques. L'État ne partage pas la politique, mais il laisse à des corporations la possibilité de libre administration, hein, comme on dit dans le langage juridique en France, c'est-à-dire de faire les choses pas très importantes. Et on l'aide à rester une commune à peu près viable par des subventions, et il ne se mêle pas de la grande politique qui, elle, est menée par l'État central. Donc ça, c'est quelque chose qui pèse très très lourd aujourd'hui, parce qu'il y a toujours cette tradition que l'État peut et doit payer, et que les communes, elles, n'ont pas de responsabilité fiscale. Elles demandent de l'argent pour pouvoir s'administrer, et elles demandent toujours à l'État central. Alors juste, je crois que normalement il y a un numéro qui doit s'afficher pour poser les questions. Comme on a pas mal de slides, peut-être qu'on n'ose pas afficher de temps en temps le numéro. Je sais pas si vous l'avez vu afficher au début, d'accord. Ça serait peut-être pas mal de le remettre de temps en temps pour qu'on puisse avoir des questions. Jacques, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'il en est en fait quand on se compare avec nos voisins européens? Parce que quand on regarde la France, Jean, tu le disais, il y a 35 000 communes. 35 000 communes, si on regarde à l'échelle de l'Union européenne, c'est 40% des communes sur cette totalité. Alors que la France, si on compare si on regarde la proportion de la population française, c'est 15% par rapport à l'ensemble de l'UE. Donc qu'est-ce que font nos voisins? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi justement à passer des réformes sur ces enjeux de gouvernance, ou on observe plutôt une stagnation un petit peu partout?
Bon, globalement, on est sur un bord, hein, c'est-à-dire qu'on est un des pays du monde où il y a les plus petites communes, avec cette congélation, hein, de l'architecture communale. La Suisse serait relativement proche de la France, avec quand même une petite variante, c'est que comme les communes ont beaucoup de responsabilités, qu'elles sont un peu moins aidées, il y a le problème d'avoir un personnel politique suffisant pour pouvoir gérer une commune. Les gens n'ont pas trop envie d'être des élus parce qu'ils savent que ça va être la galère. Donc ça pousse à une certaine fusion de communes. Mais sinon, globalement, le nombre d'habitants par commune, il est plus élevé, nettement plus élevé. Et néanmoins, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a du mal partout à faire que les communes correspondent à la réalité de l'aire urbaine. Hein. C'est-à-dire qu'elles grossissent, mais pas assez d'une certaine façon. Hein. Et même en Allemagne, par exemple, à part à Stuttgart, où il y a eu un référendum qui a été gagné par ceux qui voulaient un peu comme le Grand Lyon, disons, une communauté à peu près de la taille de l'agglomération morphologique, ça n'a pas marché à Berlin, par exemple. Hein. La fusion de Berlin et du Brandebourg n'a pas fonctionné. Ce qui veut dire que le fédéralisme n'est pas forcément suffisant. Hein. Et donc, en Suisse aussi, il y a eu un référendum qui a échoué pour la fusion du canton de Vaud, où se trouve Lausanne, et du canton de Genève. Donc, il y a aussi des résistances, même dans les systèmes fédéraux. Et peut-être, Jacques, précise que c'est, pour ceux qui nous écoutent, ce que c'est qu'une aire urbaine, en fait. Oui, une aire... Non, parce que Jean l'a défini, hein, c'est-à-dire c'est un espace fonctionnel contemporain, c'est-à-dire qui n'est pas forcément continu. Grâce à la motorisation notamment, mais aussi au chemin de fer, vous pouvez être relié à un centre, enfin à un autre morceau de ville, sans que ça soit continu et sans même que vous ayez l'impression d'être en ville. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le périurbain, souvent c'est un peu contre-intuitif parce que le périurbain, c'est urbain, mais on a l'impression d'être à la campagne, en fait, quand on est à la campagne quand on est dans le périurbain, mais on est dans l'urbain. Donc il faut peut-être dissocier le couple urbain-rural. Le rural, ça n'existe plus beaucoup, mais par contre, ville-campagne, en termes de paysage, ça existe toujours. Hein. Donc une aire urbaine, c'est plusieurs types de situations en termes de paysage, en termes de densité notamment, où il y a à la fois le centre historique, la banlieue et le périurbain. C'était ça que je devais dire. Ok. Et donc, peut-être le meilleur exemple, je trouve, le plus inspirant, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ce qui se passe au Royaume-Uni, en Angleterre en particulier, où ils ont accepté l'idée que les changements seraient très lents, qu'on en discute des années et des années, qu'il y a des tas d'étapes intermédiaires, que dans chaque situation, puisqu'elle a toujours un peu de singularité, on invente un mode d'évolution propre. Et effectivement, on a réussi en Angleterre à ce qu'il y ait seulement quelques centaines d'autorités locales qui, au bout du compte, sont dirigées par un maire. D'ailleurs, on l'appelle le maire. Hein. C'est ce que nous proposons aussi avec Jean, que les maires, les nouvelles municipalités correspondant aux aires urbaines aient à leur tête un maire. Ça n'empêcherait pas qu'il y ait un maire des communes. On n'aurait pas besoin forcément de supprimer les communes, mais ça serait comme les arrondissements à Paris ou à Lyon. Hein. C'est-à-dire il y a aussi des maires d'arrondissement et il n'y a pas de confusion. Personne ne voit, enfin personne ne se trompe sur le pouvoir du maire d'arrondissement. Vous en avez eu l'expérience et le pouvoir du maire de la commune. Hein. Donc je pense que moi je trouve intéressant l'exemple britannique. C'est complètement contraire à la culture politique française. C'est aussi un peu contraire aux cultures fédérales parce que dans les systèmes fédéraux, les entités reconnues, elles ont énormément de poids. Donc c'est difficile de les changer. Hein. Et donc paradoxalement, ce système un peu mou qui existe en Angleterre se révèle assez productif. J'aimerais aussi t'interroger, vous travaillez beaucoup tous les deux sur les injustices spatiales, donc peut-être d'abord définir, pour là encore ceux qui nous écoutent, ce que vous entendez par là, et finalement en quoi l'absence d'une organisation, d'une instance dédiée aux aires urbaines participe justement à ces injustices, à ces différentes injustices, et puis
je sais que vous avez beaucoup travaillé là-dessus aussi. Quelle politique corrective pourrait être mise en place en s'appuyant sur différentes réalités telles que, bien sûr, l'immobilier ou encore les derniers chiffres de l'INSEE qui portaient sur la pauvreté? Alors peut-être qu'on peut passer quelques diapos qui montrent, bon ça on l'a déjà dit, voilà la répartition entre les aires urbaines et ce qui est en dehors des aires. Donc il y a moins de 7% en fait des habitants de la France qui sont en dehors des aires urbaines. Donc vous voyez à peu près la répartition de la population selon ce qu'on appelle les gradients d'urbanité. Donc voilà, c'est ça la France. Alors si vous regardez la carte de droite, c'est une carte que nous avons produite dans le consortium La France Habitée en utilisant les données téléphoniques. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement les résidents, vous n'avez pas tous les résidents, parce que les résidents peuvent être partis en balade, et nous avons les gens qui sont là. Nous mesurons, grâce aux antennes téléphoniques, la présence réelle des gens, ici ou là, dans 50 000 zones en France. Et donc, il peut y avoir des décalages. Par exemple, Paris, il y a 2 100 000 résidents, nous dit le recensement. Et il y a 3 700 000 habitants, parce qu'il y a aussi les gens qui viennent faire du shopping, les gens qui viennent travailler, les gens qui viennent faire du tourisme, etc. Donc voilà en gros à droite la carte de base sur laquelle on pourrait se fonder si on voulait faire des réformes du pouvoir politique. Alors je vais très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais montrer des exemples qui, à mon avis, montrent que si on veut traiter les enjeux, c'est pour l'essentiel à l'intérieur, les enjeux politiques et notamment les enjeux de justice, c'est pour l'essentiel à l'intérieur des aires urbaines que ça se passe. Donc le fait qu'on n'ait aucun endroit où les habitants puissent discuter entre eux de savoir quelles sont les meilleures politiques publiques à l'échelle de ces aires urbaines, c'est très embêtant. Donc là, par exemple, le prix du sol, vous voyez que, en gros, dans Paris intramuros, c'est 10 000 euros le mètre carré, la moyenne. Si vous allez tout au bout de l'aire de Paris, vous vous retrouvez à moins de 1 000 euros. Donc ça fait un différentiel considérable qui, pour les habitants, crée des possibilités d'arbitrage à revenu égal. Ils vont dépenser davantage pour leur mobilité et moins pour le logement. Donc ils vont pouvoir avoir à prix égal un logement plus grand. Et donc ça explique la différenciation entre le centre, la banlieue et le périurbain. Et comme on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui considèrent que le droit au logement, c'est le droit à la propriété du logement, ce qui n'était pas le cas autrefois, eh bien, évidemment, c'est une carte qui compte. C'est vraiment le tableau de bord des habitants. Donc, il faudrait qu'on puisse en discuter. Deuxième chose, l'importance du fait que, grâce à ces tableaux de bord plus ou moins ouverts grâce à la motorisation, il y a des choix qui sont faits. Et donc, cette carte, on n'a pas mis la légende, vous pourriez essayer de deviner ce qu'elle représente. Donc les lignes jaunes, c'est les limites des aires urbaines. Le bleu, c'est la proportion de ménages qui ont au moins 2 voitures. Et donc vous voyez que, évidemment, cette proportion, elle est maximale dans le périurbain, alors que dans la zone centrale, elle est plus faible. Il y a aussi beaucoup de gens dans Paris intramuros, dans les très grandes villes, qui n'ont pas de voiture, ce qui est extrêmement rare ailleurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est la coïncidence entre les lignes jaunes, et puis le seuil que vous franchissez quand vous sortez de l'aire urbaine. C'est-à-dire que les aires urbaines, on a expliqué comment elles ont été construites statistiquement, ça correspond aussi à des choix de personnes. Donc, moi, j'aime bien dire méchamment, mais à mon avis, justement, que personne n'a été déporté dans le périurbain. Il n'y a pas eu de mouvement d'expulsion. Les gens qui habitent dans le périurbain sont en général contents d'y être et ils considèrent qu'ils vivent mieux que quand ils vivaient en banlieue ou dans le centre. Et effectivement, ils ont fait des arbitrages qui ne sont pas sans problème. Ils ont aussi des difficultés. Mais c'est aussi là que le taux de pauvreté
est le plus faible. Hein. En gros, là, on vient justement d'avoir les données d'une étude de l'INSEE. Il y a 2 fois plus de pauvres en proportion dans le centre-ville que dans le périurbain. Et c'est logique parce que comme les gens qui s'installent dans le périurbain profitent de cet arbitrage pour avoir des logements plus grands, si vous êtes pauvre, vous n'allez pas aller dans le périurbain pour être locataire d'un 45 mètres carrés. Donc, vous n'y allez pas. Et donc, en pratique, c'est ceux qui ont un peu plus de moyens qui vont y aller. Donc, les gens très pauvres, ils sont très rares dans le périurbain. Et même dans les zones hors d'influence des villes, hein, donc c'est 6,5% dont on parlait, eh bien, les taux de pauvreté remontent, mais pas autant que dans les grandes villes. Donc, voilà une situation où, à la fois, il y a des différenciations internes majeures dans les aires urbaines et où les habitants sont des acteurs. C'est ça, c'est le point sur lequel je voulais insister. 3e exemple, la question de la répartition. Hein, donc, on a un système fiscal très centralisé qui ensuite redistribue de l'argent collecté nationalement de différentes manières, notamment par la retraite ou d'autres budgets sociaux. Et donc, si on tient compte aussi du coût de la vie différencié, on s'aperçoit que les habitants des grandes villes, en fait, produisent beaucoup plus, ont une productivité beaucoup plus importante, mais un revenu qui est plutôt en dessous de la moyenne nationale en termes de revenus au bout du compte, et ce qui explique que beaucoup des habitants des grandes villes, en particulier de Paris, veulent quitter Paris parce que si on n'est pas très riche à Paris, on est pauvre en fait. Et donc il faudrait d'ailleurs augmenter les taux de pauvreté en tenant compte du coût de la vie qui est, en gros, si vous êtes dans une commune très, très loin des villes, à la campagne, c'est pratiquement 1,5 fois moins que si vous étiez dans Paris, les prix. Hein. Tout est moins cher parce qu'il y a votre logement, mais il y a aussi tout ce qui est grevé par le prix du sol. Donc il faudrait tenir compte de ça. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la colonne verte et la dernière. Et on voit que en fait, les Lillois sont les plus pauvres et les Parisiens juste après. Alors bien sûr, il y a aussi des riches à Paris et à Lille, mais là on parle de revenus disponibles médians. Avant-dernier exemple, donc c'est le fait que si on prend des points de malheur, je dirais, comme l'insécurité, l'échec scolaire ou la pauvreté, eh bien on voit que, donc vous voyez, j'ai pas de... On peut pointer ou pas? Non, tu ne peux pas pointer. Donc vous voyez... dans le coin en haut à gauche de Paris, ben c'est la Seine-Saint-Denis, hein, où il y a une accumulation de points qui fonctionnent en système. Hein, c'est-à-dire que si vous avez de l'insécurité, vous allez aussi avoir plus d'échecs scolaires pour des raisons systémiques que je ne développe pas, mais que vous pouvez facilement reconstruire. Donc il y a bien des problèmes d'injustice spatiale, c'est-à-dire de concentration de problèmes qui ne sont pas que la projection sur un territoire de phénomènes non spatiaux. Le fait qu'il y ait tout ça ensemble en Seine-Saint-Denis, ben c'est un élément supplémentaire qui s'ajoute à tout le reste. Et le dernier exemple, plutôt optimiste pour le coup, c'est le fait que dans le système éducatif, on peut très bien avoir des politiques de rattrapage. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Hein. L'éducation prioritaire, ça coûte pas plus cher que l'allocation de rentrée scolaire. C'est à peu près le même volume. On sait que l'allocation de rentrée scolaire n'a zéro effet sur l'échec scolaire. Par contre, elle fait monter les consommations dans les bistrots, il paraît. Mais bon, là, c'est un peu vilain de dire ça. Mais par contre, si on regarde ces cartes, donc la carte de gauche, c'est le taux de réussite au baccalauréat. Donc vous voyez que l'ouest de Paris... C'est l'Île-de-France. Hein. L'ouest de Paris, les Yvelines, c'est en bleu, on réussit mieux qu'en Seine-Saint-Denis qui est en rouge. Mais si vous regardez ce que le ministère appelle la valeur ajoutée, l'indicateur de valeur ajoutée, donc ça veut dire la différence entre ce qu'un établissement a fait en matière de réussite au baccalauréat et ce qu'on aurait pu attendre compte tenu de la composition sociale et du type de performance au départ
des élèves du lycée. Et donc là, on voit qu'il y a du bleu en Seine-Saint-Denis. Hein. Alors c'est un peu aléatoire, ça dépend de tel ou tel collectif pédagogique, d'enseignants. Et actuellement, on ne peut pas les fabriquer, ça tient au hasard des mutations, hein, vous savez comment ça marche. Et donc c'est quelque chose, c'est une potentialité, hein, de fabriquer des lieux où on pourrait faire des efforts considérablement plus importants, y compris en payant davantage les enseignants. C'est un tout petit peu le cas dans les REP+, mais très peu. Et donc, on pourrait imaginer que si, par exemple, l'aire urbaine de Paris avait un gouvernement digne de ce nom, elle pourrait avoir une politique publique déterminée, volontariste, pour lutter contre les poches d'échecs scolaires qui sont considérables, notamment en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup, Jacques. Avant de parler logement avec vous, Lily, alors effectivement, on a eu pas mal de questions du coup. Alors des questions ou des remarques. Je commencerai peut-être par les remarques, et pour les questions, je vous laisse vous répartir parce que c'est pas toujours nominatif. Mais questions courtes, réponses courtes, sinon on aura du mal à tenir les délais. Alors au niveau des remarques, trop de normes et de lois absurdes en France, et maintenant au niveau européen. Et on parle aussi, parce que c'est dans l'actu, le président américain comme le président du Grand Lyon, alors pardon, j'ai des questions qui s'ajoutent, le président américain comme le président du Grand Lyon peuvent être élus en étant minoritaires en voix. Un scandale, est-il écrit. Alors, pour les questions, vous pouvez réagir aussi aux commentaires si vous le souhaitez, mais pour les questions, et encore une fois, essayez s'il vous plaît d'être concis, quelle est l'ampleur des systèmes d'information géographique dans la planification des communes et de l'espace urbain ? Je commence par la plus facile. Merci, Jacques. C'est vraiment difficile. Non, effectivement, je dirais quand même importante, parce que typiquement à Paris, je prends l'exemple parisien que je connais bien, on a l'atelier parisien d'urbanisme qui produit quand même des travaux passionnants et extrêmement riches en données, avec du coup beaucoup d'utilisation de données de toutes sortes, hein, d'ailleurs, et des cartographies très belles que je vous incite à aller voir sur leur site internet. Mais donc, très franchement, c'est quand même effectivement la base de nos politiques publiques. En l'occurrence, le plan local d'urbanisme, il se fait sur un diagnostic extrêmement riche réalisé par l'APUR et par d'autres acteurs d'ailleurs. C'est pas le cas tout le temps ou sur tous les segments, mais c'est vrai que quand même, et puis par ailleurs il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que même si on a un SIG un peu fourni sur des modélisations, des projections, on n'a pas forcément systématiquement les outils. Mais j'en parlerai sur la modélisation notamment du coût carbone des constructions, qui est un sujet qu'on travaille avec l'OFCE, nous, chez Ville Vivante. Mais les communes ont leurs outils, c'est ça, bien ça le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, à différents échelons, chacun a leurs propres outils, leurs propres interprétations, et donc, en réalité, même le SIG peut avoir une orientation politique. Voilà. Ce serait ma réponse. Je ne sais pas si elle vous semble. Alors, pour cette première slave de questions, également, bonjour, la France n'a-t-elle pas théorisé l'impuissance de son modèle d'organisation communale en généralisant l'intercommunalité à fiscalité propre ? Vas-y. Je vais répondre, la réponse est non là-dessus. Donc juste pour éclairer un peu le débat, donc ça anticipe une slide qui viendra après. Si vous voulez, on a 35 000 communes et on voit que pour les questions de mobilité, la commune n'est plus à l'échelle. On va le voir sur le logement, on l'a vu sur l'aménagement du sol, c'est-à-dire comment est-ce que je répartis l'occupation du sol entre l'habitation, les zones d'activité, les zones naturelles et agricoles pour faire simple. La commune n'étant plus à cette échelle-là, qu'est-ce qu'on a fait ? Et j'ai été élu communal et intercommunal pendant 10 ans. On crée des communautés de communes, c'est-à-dire des groupements de communes qui visent à se mettre à une meilleure échelle. Donc il y en a 1200, 1100 en France. Mais on se rend compte qu'elles ne sont toujours pas à l'échelle. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On crée des communautés de communes. Vous voyez ? Donc ça s'appelle des syndicats mixtes ou des syndicats. Et là, vous en avez 10 000. Donc, en sus des 35 000 communes, il faut rajouter, grosso modo, pas loin de 10 000 structures qui sont censées être à l'échelle. Donc, pour tous ceux qui connaissent les systèmes politiques, plus vous rajoutez des lieux de pouvoir, plus vous complexifiez la décision, plus vous alourdissez l'affaire.
Et la difficulté en termes démocratiques, c'est que ces gens-là ne sont jamais élus au suffrage universel direct. Donc les vrais enjeux pour les citoyens que nous sommes, que sont la mobilité, les politiques de logement, les politiques d'aménagement du sol, ne sont jamais débattus sérieusement en campagne communale, parce qu'en fait, il n'y a pas de campagne des aires urbaines. Et ça, c'est un déficit démocratique, et on pense avec Jacques que c'est aussi une des raisons du désintérêt par rapport à la politique. Les politiques sont impuissants parce qu'ils ont fabriqué aussi de l'impuissance. On a fabriqué de l'impuissance par un système qui est extrêmement lourd. Donc l'intercommunalité, elle est très importante, elle est essentielle parce qu'elle vise à pallier la faiblesse de la taille des communes en France. Hein. On bat le record du monde pratiquement du nombre de communes dans ce pays, en tout cas quand on le rapporte au nombre d'habitants. Mais elles ne sont toujours pas à l'échelle, et puis surtout, elles ne sont pas élues au suffrage universel direct de manière on va dire, très limitée aujourd'hui. Un exemple, un contre-exemple, c'est la métropole de Lyon. Où la métropole de Lyon, vous avez le patron de la métropole de Lyon, et c'est le seul en France de métropole, est élu au suffrage universel direct. Et on voit que ça pose un problème, puisque vous avez une double légitimité démocratique, municipale et, pour le coup, intercommunale. Ça pose un certain nombre de débats et de sujets, notamment dans cette belle métropole de Lyon. Deux dernières questions, et j'en garde sous le pied pour tout à l'heure. Le papier, donc l'étude de Jacques Lévy et de Jean Koldefy propose une organisation 1600 aires urbaines démocratiques, mais sans évoquer le mode de scrutin. C'est un peu ce que tu disais à l'instant. Est-ce que tu souhaites qu'on y revienne un peu plus tard aussi dans la discussion et j'en profite pour poser la deuxième. Comment expliquer la crise des gilets jaunes, surreprésentation des villes moyennes et petites, si l'on accepte ce que vous dites sur le fait qu'on est en moyenne plus pauvre dans les métropoles? Alors, les gilets jaunes ne sont pas les plus pauvres de France, d'abord. Il faut le savoir. C'est pas, voilà, vous avez de tout dans les gilets jaunes, mais ce n'était pas les plus bas revenus, il faut le savoir. Hein. Ce qui, pour moi, constitue la crise des gilets jaunes, j'en reviens à cette répartition, on peut peut-être le remettre, ce tableau de la population française. En 2017, la répartition c'est sur la carte, en 2017 vous avez une décision politique assez majeure qui est l'alignement du diesel sur le prix de l'essence. Voilà, c'est là. Et ça, c'est quelque chose qui a été demandé par la première colonne, les trois premières lignes de la première colonne, donc 15% de la population française qui habite dans le centre des grandes villes et qui font 8500 km en voiture par an. Voilà, du chauffage. Du chauffage. Je rappelle, hein, les microparticules, c'est essentiellement le chauffage, mais ça, personne n'en parle. La voiture, c'est 10%. Donc, 15% de la population française qui est très sensibilisée aux enjeux de qualité de l'air, etc., et qui demande et obtient l'alignement du diesel sur le prix de l'essence. Ils vont toucher les 43 plus 7, les 50% de la population, qui sont dans les deux colonnes de droite, et qui, eux, font 18 000 km par an. Ça commence à taper fort sur le porte-monnaie. Et puis surtout, sans aucun débat démocratique. Donc c'est vraiment l'imposition d'un mode de vie comme étant fixé comme une norme, une vie bonne, sur le reste de la population. Vous ajoutez une strate sur les 80 km/h, la taxe carbone, qui a été en fait le détonateur, mais la bombe était amorcée un an avant. Donc c'est ça l'origine des Gilets jaunes, c'est pas des questions de pauvreté, c'est une question de confrontation de deux modes de vie, en fait, différents, dans des espaces de vie différents, avec une absence de débat démocratique, je crois qu'on peut le dire, qui caractérise quand même ces dernières années politiques. Et Jacques, peut-être qu'on peut remettre, afficher le numéro, parce qu'après on a pas mal de slides qui vont défiler. Jacques, sur le mode de scrutin. Non, en 2 minutes. C'était juste un tout petit ajout sur les Gilets jaunes. En fait, c'est intéressant parce que les Gilets jaunes ressemblent à l'électorat de Trump. Et pas seulement les Gilets jaunes, mais ceux qui habitent dans, en gros, le périurbain, tout particulièrement le périurbain des villes pas les plus grandes. C'est un peu moins net dans les grandes villes, mais quand même aussi, c'est le fait qu'ils ont, si vous regardez le ratio entre capital économique et capital culturel, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont beaucoup de diplômes et quels sont leurs revenus. En fait, ils se situent
plus haut dans le capital économique que dans le capital culturel, hein. Et donc ça, les chiffres le montrent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se perçoivent comme des perdants, hein. Donc ce que dit Jean est tout à fait juste, hein, c'est-à-dire qu'il y a un aspect factuel qui est incontestable dans le déclenchement du mouvement, mais si on généralise un petit peu sur le mal-être du monde du périurbain, il y a aussi cette dimension-là. On sait que les électeurs de Trump de 2020, mais je pense que ça va être pareil en 2024, ils produisent 30%, 35% du PIB, et les 50 autres pourcents produisent 65%. Donc, en gros, 2 tiers, 1 tiers. Hein, donc, il y a une espèce de conscience diffuse d'être peu à peu décalé par rapport à là où les choses se passent. Ils n'ont pas complètement tort de ce point de vue-là, même s'ils sont en même temps complètement intégrés dans la vie urbaine, parce que le périurbain, c'est pas un monde à part. On l'a montré, mais c'est une partie avec ses spécificités du monde urbain. Alors, le mode de scrutin... en 1 minute, si oui, tu peux. mais non, mais moi, je pense que le mode de scrutin proportionnel est plus juste dans toutes les élections et direct, et pas indirect, évidemment. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un régime parlementaire dans ces nouvelles municipalités d'aire urbaine, hein. Donc, je ne sais pas s'il faut... combien de circonscriptions, enfin bon, c'est une seule ou plusieurs, mais... Et puis on peut même imaginer un système bicaméral, comme il y a souvent dans les régimes fédéraux, c'est-à-dire qu'on peut avoir un système, notamment dans les très grandes agglomérations, où les territoires, comme on dit, sont représentés, mais bon, sans avoir un pouvoir discrétionnaire, hein, mais ça ne serait pas choquant, mais ce qu'il faut, c'est que la Chambre basse qui prend les principales décisions, elle soit élue... directement, à mon avis, au scrutin proportionnel. Alors depuis tout à l'heure, on parle, Lily, des limites du communalisme. Justement, les problématiques liées au logement, c'est vraiment un bon cas d'école. En quoi la petite taille des communes conduit finalement à être un frein pour la construction de logements? Merci pour cette question. Effectivement, et je vais rejoindre, je pense, pas mal de vos propos. Là, dans le contexte actuel, je pense que, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse ou si ça a pu vous concerner même directement, on est dans un moment de tension dans le secteur immobilier et plus généralement de réelle crise du logement qui est assez sans précédent, je dois dire, et qui touche la France, mais d'ailleurs pas que. On a pas mal de pays qui connaissent les mêmes problèmes. Et effectivement, on ne peut pas s'empêcher de le lier à quand même ces enjeux de gouvernance, à la taille des communes et à la manière dont on a réparti les décisions sur est-ce qu'on a le droit de construire, oui, et où, et comment. Et pour parler de ça, moi, je voulais peut-être faire juste une petite entrée en matière sur, effectivement, donc, les loyers qui explosent. On va dire qu'on a noté aussi que, donc, on a, en fait, ça a toujours existé d'avoir un phénomène d'opposition à la construction, que ce soit de logements, d'équipements, etc. Aux États-Unis, ou en tout cas dans le monde anglophone, on a tendance à appeler ça le NIMBY, donc Not in my backyard. Tout à l'heure, je vous parlais de BIMBY. Et le Not in my backyard, c'est vraiment l'idée de se dire, moi j'ai acheté à cet endroit-là, je veux surtout pas avoir tout d'un coup un train qui passe devant ma maison, je veux pas avoir qu'on coupe un arbre, etc. Ce qui semble assez légitime d'un point de vue personnel, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a délégué le choix de l'aménagement et des permis de construire à une autorité supérieure. Bon. Toujours est-il qu'on a eu par ailleurs ce type de manifestation au moment notamment de la loi SRU, où il a été question de construire du logement social et où il y a eu des résistances aussi adossées à une évolution du cadre de vie, des nouveaux types de population, etc. Et puis, on voit se développer ce phénomène aujourd'hui de plus en plus à travers une organisation qui, en fait, se généralise, on va dire, et qui affecte et qui pèse très, très, très fort sur les élus et sur, globalement, tous les projets de construction. Pour vous dire un chiffre, typiquement, on construisait environ... on essayait de construire 500 000 logements par an, et aujourd'hui, on est plutôt à 250, je ne sais même pas si on va arriver à 300. Et donc, on a vraiment la construction de ces taris.
Et ça a des impacts qu'on voit, hein, qui sont vraiment là, qui affectent les étudiants principalement, mais qui affectent en fait toutes les classes modestes. Et qui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on dit on construit pas quelque part, en fait, on va quand même construire, mais on va juste aller construire plus loin. Et tout à l'heure, Jean, tu as évoqué, et Jacques, tu as évoqué notamment la question de la relégation, du périurbain. Est-ce que les gens ont déportés là? Non, évidemment, c'est des acteurs rationnels qui font un choix. Mais sur eux pèse tout un tas de contraintes associées du coup. Et donc, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que le poste logement plus transport, en fait, revient quasiment à la moitié du pouvoir d'achat des ménages français. Et donc, et en fait, c'est équilibrant de part et d'autre. Donc, on va payer moins cher pour son mètre carré, mais derrière, on va payer en externalités négatives, en coûts de transport, etc., en heures perdues dans son quotidien. Et donc, ça accroît effectivement en plus, on parlait des gilets jaunes et tout, mais ça accroît un sentiment de déclassement, ou en tout cas de qualité de vie qui peut être affecté. Donc on voit des mouvements qui se structurent, et donc typiquement, alors là l'exemple est celui du Pays Basque, mais ça, on le voit dans toutes les zones littorales où il y a des enjeux en plus avec les touristes, avec les questions du Airbnb qui a vraiment super concentré on va dire ces enjeux-là, alors même qu'en fait on a des territoires dans lesquels Airbnb en tant que tel ne pose pas de questions au regard du logement. Et donc c'est très, il y a une sorte de disparité et de confusion, on va dire, qui mène à même des revendications. Alors là c'est plutôt mais c'est assez révélateur, des revendications régionalistes dans lesquelles on voit apparaître des discours autour d'un statut de résident. Donc évidemment on pense aux Corses, aux Basques, aux Bretons, mais en fait on le voit même à Paris. Aujourd'hui on a des maires d'arrondissement qui créent des cartes résidents pour avoir accès à telle ou telle part de Paris, tellement on a cette dissociation entre à la fois ce que Jacques expliquait, entre effectivement des résidents et des habitants. Ça, je pense à Paris-Centre, on a quasiment une population entre résidents et habitants qui passe de 1 à 10 sur une journée. Donc en fait, c'est énorme en termes de différence d'expérience d'un territoire et de différence d'implication, d'attente, etc. Ce qui vient donc renforcer ce nimbisme qu'on voit se développer. Et peut-être sur ça, peut-être la slide suivante, et on voit qu'il se développe tellement que maintenant c'est revendiqué. Donc ça c'est un affichage publicitaire qui est récent, hein, de la ville de Rosny. Pour vous dire, Rosny, pour ceux qui ne voient pas où c'est désormais sur la ligne 11 du métro, c'est-à-dire à 20 minutes de la station Châtelet, donc vraiment le cœur de Paris. Donc ils ont une nouvelle station de métro, qu'ils ont inaugurée cet été. Et ils vont avoir dans quelques années, même pas 5 ans, une nouvelle station du Grand Paris Express, qui est quand même un immense investissement et effort d'aménagement du territoire, qui justement a vocation à desservir de nouveaux habitants, accueillir des gens, mieux répartir la population sur le territoire. Et on voit que là, en fait, on a un projet qui est établi à l'échelle régionale, métropolitaine. Et à l'inverse, on a des initiatives prises par les maires qui affichent fièrement le fait d'interdire la construction. Alors, vous me direz, normalement, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a des plans locaux d'urbanisme qui eux-mêmes sont revus par les préfets, etc. Donc, normalement, on a créé 1001 dispositifs pour justement que toutes ces échelles de décision se fonctionnent entre elles. Malheureusement, dans la pratique, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Non, simplement par rapport à ce que vous dites sur justement les maires, on voit bien qu'on est passé, quand on regarde les résultats électoraux, souvent les maires bâtisseurs sont rarement réélus, ouais. Parce que c'est souvent, comme vous le dites, les intérêts personnels, l'individualisme des riverains qui priment sur la nécessité de construire des nouveaux logements, de favoriser la mixité sociale, toutes ces choses-là. Comment on est passé en fait de la mythologie du maire bâtisseur au maire perdant, et surtout quel levier activer pour encourager de nouveau les maires à bâtir? Alors, il y a effectivement, alors nous, moi je l'explique, moi je l'ai vu pour vous dire, donc on peut même aller à la slide suivante, comme ça on passe celle-ci, ça vous avez à cette carte. Je vais vous prendre l'exemple du PLU bioclimatique à Paris. Donc
Donc le plan local d'urbanisme, c'est une procédure qui est longue, qui est fastidieuse et qui est très encadrée. Donc un diagnostic, à chaque fois il y a des concertations, on soumet à l'enquête publique, autorité environnementale, enfin il y a des votes en Conseil de Paris, donc on est vraiment sur un dispositif très encadré. Et on le voit, ça a été un grand débat au sein de la majorité municipale qui était passionnant. Donc très, on va dire, je vais schématiser, mais les écologistes étaient en faveur de plus de construction, stop total. Et les communistes étaient plutôt dans un rôle, on va dire, à être en faveur de plus de construction, notamment de logements sociaux. Et les socialistes qui étaient à la manœuvre, de pilotage en tout cas du travail, essayaient de trouver une position, on va dire, intermédiaire pour faire atterrir un document qui, par ailleurs, a quand même à la fin vocation à créer des droits à construire. Donc c'est très concret quoi, sur ce que ça permet. Un des sujets de grande difficulté, c'était, et là je vous prends l'exemple du TEP Ménilmontant, qui est un cas d'école parisien, sur lequel c'est donc un espace en friche. Il y avait un projet de construction de logements sociaux, de gymnases, un petit incinérateur, il me semble, pour la DPE, pour la propreté, et un petit espace vert. Bref, il y a eu une résistance locale d'ampleur, c'est-à-dire que tous les habitants en ont fait une micro-ZAD, se sont investis, se sont posés dessus, etc., l'ont occupé. À tel point et le projet par ailleurs était évidemment exemplaire en termes carbone, en termes de matériaux de construction. Enfin, il avait reçu des prix, etc. Enfin, je veux dire, on avait fait les choses correctement, quoi. Et par ailleurs, et si je suis le raisonnement de mes deux interlocuteurs, on est dans un secteur où on est relié au transport en commun. On a déjà des équipements, on a des écoles qui se vident parce qu'on n'a pas assez d'enfants. Il y a des opportunités d'emploi, on a tous les services du monde. Donc, la collectivité a investi pour que des gens aient intérêt à se poser là. Donc, évidemment, les gens voulaient qu'on puisse respirer, qu'il y ait de l'espace vert, et c'est des revendications qui, par ailleurs, sont tout à fait légitimes. Je ne dis pas le contraire. Toujours est-il que dans cet arbitrage-là, ce qui était intéressant, c'est que la pression a été telle que la mairie de Paris a reculé sur le fait de créer ce projet et qu'aujourd'hui, donc, ça reste un espace vert et que le projet a été abandonné. Et toute cette négociation-là s'est faite au sein du PLU, dans le cadre de toute cette réflexion, en fait, sur le devenir de Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là plusieurs phénomènes. C'est-à-dire qu'on voit que dans ces cœurs de ville, de ces grandes villes, on a des gens qui ont acheté très cher leur mètre carré. Et donc, qui, en fait, et par ailleurs, souvent, s'ils sont primo-accédants, ils ont un taux d'intérêt de rentrer dans le marché qui est vraiment douloureux. Donc, ils n'ont pas du tout envie que le prix au mètre carré baisse. Donc, ils sont vraiment prêts à s'implanter. Par ailleurs, moi, j'adorerais qu'on fasse une étude de profil socio-économique de qui sont les gens qui ont fait la ZAD, parce que je pense que c'est des gens qui ont des maisons de campagne, très franchement. Mais par ailleurs, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que y a cet argument-là, et il y en a d'autres qu'on voit poindre et qui sont en fait une sorte de... Et c'est ce qu'on a vu ces dernières années, une coalition d'intérêts entre une résistance classique à tout projet de construction, non, pas de ça chez moi, et des arguments légitimes par rapport au fait qu'on doit changer notre modèle de développement urbain au regard de la transition écologique. Et sauf que du coup, on a une sorte de nouveau mouvement qui mêle ces différentes tendances avec plusieurs arguments qu'on retrouve de manière systématique, mais qui en réalité, pour la plupart du temps, sont des excuses pour ne pas produire de logements. Et donc, on a alors classiquement, mais je vais les évoquer rapidement, la question de la vacance. Je ne sais pas si vous avez suivi les derniers débats sur ces sujets-là, mais tout le monde ne parle que de la vacance des logements. Or, effectivement, dans certaines zones, il y a un réel sujet. Mais déjà, quand on regarde les chiffres avec un peu de précaution, on se rend compte que les 3/4 des logements vacants sont, mine de rien, situés dans des endroits où, effectivement, ils sont vacants parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi ni de possibilité de s'y raccorder facilement, et donc, ou qui sont trop dégradés et que le prix pour la rénovation serait trop importante. Ou alors, c'est aussi beaucoup de vacances frictionnelles, c'est-à-dire entre le moment où en fait, on vend, on achète, au moment où on rénove, au moment où on s'embrouille avec tous ses frères et sœurs, parce qu'en réalité, on n'est pas d'accord. Mais c'est des choses qui sont de l'ordre de la gestion courante, quoi, et qui n'ont pas vocation à demeurer, ou en tout cas, c'est très dur de le résorber. Et puis, après, il y a évidemment une part de vacances à laquelle il faut s'atteler, mais qui pose la question, effectivement, du droit de propriété, de la résidence. Enfin, c'est des choses sur lesquelles, par ailleurs, les villes sont extrêmement mobilisées. Et je ne dis pas du tout que c'est un non-sujet, je dis juste que c'est étonnant que ça devienne le seul et unique sujet.
Deuxième sujet que je trouve intéressant. Juste, pardon, Ouais. par rapport à ça. Alors, on me fait remarquer pour la régie que les slides ne s'affichent plus en visio. Donc, si on peut les remettre, ça serait super. Une question, et peut-être réponse courte si possible. N'y a-t-il pas également un problème lié à la propriété privée avec des propriétaires rentiers qui préfèrent louer à des prix élevés, Airbnb, ce qui contribue à la crise du logement au-delà du nombre de logements? Ça, c'est une bonne question, mais j'ai envie de me la garder pour après, parce que je veux bien y revenir, parce que ça vaut vraiment le coup de... Mais juste pour terminer sur les arguments un peu, on va dire, de cet ensemble écologique, il y a donc cette question de la vacance, la question de la rénovation aussi, plutôt que de la construction. Et pareil, là, c'est comme si on avait oublié la question de la localisation et de la géographie. C'est-à-dire que donc on dit « Ah non, mais de toute façon, il faut que rénover ». Mais en fait, rénover un logement qui est mal situé, en fait, ça ne sert à rien. Il vaut mieux construire à un endroit, et construire encore une fois avec les bons matériaux, le bon nombre de mètres carrés, au regard de l'usage, mais plutôt que ça. Donc typiquement sur ça, nous on a travaillé avec l'OFCE à modéliser sur le SCOT de La Rochelle, donc en prenant justement toute l'aire urbaine plus, et on voit que au bout de 5 ans, pour un ménage de 4 personnes, les mobilités induites sur un logement qui est situé au bout de l'aire urbaine du SCOT, en fait, ont largement dépassé le coût carbone de la construction et la gestion courante sur 30 ans d'une nouvelle construction. Et ça, c'est des choses où, en fait, on ne peut pas dissocier la question de la localisation. Et c'est un sujet qui est totalement évacué par les professionnels aujourd'hui de l'immobilier, les architectes, les élus. Et c'est normal que les élus l'évacuent, puisque eux, ils pensent à l'échelle de leur commune, avec leur voix. Et donc, effectivement, ils ne peuvent pas avoir ce regard-là. Et dernier point, alors je vous passe les arbres, parce que je vais être caricaturale, mais c'est un autre sujet, notamment à tel point qu'aujourd'hui, on a des gens, c'est devenu un objet totémique, émotionnel très fort. Je peux le comprendre, hein, par ailleurs. Et effectivement, un arbre, dans son cycle de croissance, a sa vertu et doit absolument réussir à trouver sa place dans les villes denses. Et je pense qu'ils ont toute leur place. Mais toujours est-il qu'on se retrouve avec des mouvements politiques ou des mouvements citoyens qui vont venir défendre un arbre contre la création de 50-60 logements bien situés. Et là, il y a vraiment une question. Et sauf qu'un maire aujourd'hui, un élu, je vous jure que s'il coupe un arbre, mais c'est peut-être le pire truc qu'il peut faire pour ne jamais être élu, quoi. C'est quand même une question à se poser. Enfin, c'est très intéressant. À tel point que quand même France 2 a créé l'émission Aux arbres citoyens. Enfin, c'est pas anodin, quoi. Où on a Marion Cotillard qui vient témoigner de son amour pour tel arbre. Donc bref, ça c'est un de mes sujets. Et puis après, plus généralement, et ça c'est un autre sujet géographique qui je pense est très intéressant à soulever, c'est celui de l'aménagement du territoire dans son ensemble. Parce que, et ça peut-être, on peut mettre la carte qui est juste avant. Non, pardon, ça c'est La Rochelle. Voilà, c'est ça. Mais plus généralement aussi, dans cette question d'échelle, on a beaucoup de prises de parole de professionnels de l'urbanisme, de la géographie, de l'aménagement qui disent qu'il faut retrouver ces 35 000 communes, il faut réindustrialiser, etc. Aujourd'hui, le coût de cette réindustrialisation, de cette réimplantation dans des territoires où on n'a pas forcément ni les infrastructures, ni les logements, ni les équipements, c'est aussi un débat qu'on peine à avoir à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, alors que là, vous le voyez, typiquement, on a une côte ouest qui attire énormément, on a des métropoles qui continuent à attirer aussi. Et donc, dans un souci aussi avec le ZAN, avec la préservation des terres naturelles et agricoles, et en fait, je n'ai pas la réponse, hein, mais je trouve que c'est intéressant de se poser cette question-là. En réalité, est-ce qu'on n'a pas un schéma d'aménagement territorial un peu cohérent à mener, avec vraiment une logique d'intensification stratégique, c'est-à-dire aller intensifier autour des pôles de transport existants, avec pas partout exactement pareil, avec de la densification douce, avec des endroits où on densifie vraiment plus à fond, et d'autres endroits qu'on laisse complètement libres, complètement préservés, pour vraiment régénérer de la biodiversité et des espaces naturels. Voilà, ça c'est... Je voudrais juste réagir parce que je trouve ça... Est-ce qu'on peut remettre la photo là, sur Rosny ? Sur Rosny. Sur Rosny. Regardez, donc Rosny, vous avez en tête, là c'est donc Rosny bouge. Rosny bouge, moins 66% de permis accordés en logement collectif. Donc si vous voulez, la différence ne se fait plus entre gauche et droite, mais entre des conservateurs
et des gens qui sont progressistes. Je crois que c'est vraiment ça. Et ça, je trouve que c'est une excellente illustration. On avait dans le périurbain, comme je vous l'ai dit, des maires qui ont été élus dans le périurbain pour faire en sorte que leur village ne grossisse plus. Il faut garder l'esprit village, c'était un peu le slogan. Et donc, quand vous faites ça, vous faites monter les prix. Les jeunes n'arrivent pas à se loger. Vous organisez de la ségrégation sociale, c'est-à-dire que les riches restent entre les riches et les pauvres avec les pauvres. D'ailleurs, les communes de gauche préfèrent avoir beaucoup de logements sociaux, ça leur assure une clientèle électorale, et inversement à droite. Donc on perd la mixité sociale. Donc je dis tout ça, c'est parce que les communes sont à des échelles beaucoup trop petites que ces phénomènes sont possibles. Quand vous êtes à des échelles très petites, le riverain va primer sur un autre objectif qui est celui d'offrir un logement pour tous, à des conditions abordables et à des conditions de mixité sociale. Et comme on a cet éclatement, eh ben, le maire de Rosny peut afficher fièrement, parce que ses riverains vont lui proposer, ou lui demandent de ne plus grossir. Alors que l'intérêt général, qui n'est pas l'intérêt communal, l'intérêt général, ça doit faire l'objet d'un débat, et comme il n'y a pas de campagne électorale au bon niveau, il n'y a pas de débat, c'est de dire comment j'organise une mixité sociale, ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire que des gens différents se rencontrent au quotidien. C'est quand même important, hein. On n'a plus ces lieux-là, il n'y a plus de services militaires, il n'y a plus les colonies de vacances, donc des gens différents ne se rencontrent plus autrement que dans des stades de foot aujourd'hui. Pour faire simple, c'est à peu près ça, parce que même les centres commerciaux peuvent être assez ciblés d'un point de vue localisation en termes de géographie sociale. Donc c'est un vrai sujet politique et c'est un vrai sujet essentiel. Cette fragmentation politique communale, elle est, je pense, elle est gravissime. Elle est gravissime pour le vivre ensemble et notamment pour la politique de logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait raisonner à des échelles beaucoup plus vastes que Paris, simplement. Parce qu'évidemment, Paris, voilà, Jacques l'a dit, 2,2 millions d'habitants, mais il y a 3,7 millions d'équivalents temps plein. Donc ça échange énormément avec le reste du territoire et avec l'étranger. Et donc c'est à une autre échelle qu'il faut discuter de ces sujets-là. Et en parlant de ça, peut-être juste pour aller dans ton sens, là on le voit, c'est d'autant plus injuste que là on le voit, regardez La Rochelle, donc c'est ceux de l'aire urbaine centrale sont champions en termes d'émissions carbone, puisqu'ils ont des émissions carbone assez réduites, ne prenant pas leur véhicule quotidiennement, en tout cas dans leurs déplacements réguliers ou faisant moins de kilomètres. Et on voit ceux qui sont plutôt vers Genouillé ou plus loin, eux sont totalement en dépassage et typiquement, La Rochelle a adopté un plan territoire zéro carbone à horizon 2030-2050. Et en fait, là, on a plein de communes qui se retrouvent totalement en deçà et dans l'incapacité complète et totale en fait, d'atteindre les objectifs fixés. Or, à La Rochelle, on est avec des gens qui peuvent vivre en vélo, et donc en plus de ça, qui se retrouvent avec une sorte de morale individuelle très favorable à ce que l'on doit faire, mais qui en réalité s'opposerait à tout projet de construction à proximité de chez eux. Donc c'est vraiment une question un débat politique, je pense, qu'il faut réussir à avoir. Oui, ce qui a vraiment changé. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'avant, ce phénomène de malthusianisme, d'empêcher de la construction, était cantonné au périurbain, et maintenant, c'est aussi dans les cœurs de ville où on dit on va arrêter la quantité, on va privilégier la qualité. Vous savez, c'est le slogan qu'on entend. Ça se traduit par quoi? Par une baisse des constructions, par des prix des logements qui deviennent inaccessibles parce qu'en fait, comme l'offre baisse, les prix montent pour les étudiants, pour les plus pauvres, etc. etc. C'est gravissime, hein. Vraiment c'est gravissime. Ça, on peut passer. Peut-être... ça aussi. Non, parce que du coup, Victor, vous m'aviez posé la question oui, peut-être une dernière question. Effectivement, sur les politiques de logement, on voit que les intercommunalités quand même prennent de plus en plus de poids. Malgré tout, les communes gardent quand même un certain nombre de prérogatives sur le droit des sols, toutes ces choses-là. Comment ça se passe en fait? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de friction, notamment, c'est un peu la thématique du moment, dès que ça parle de fiscalité locale. Comment repenser en fait un meilleur agencement et quel levier avoir pour que justement on ait une coordination plus efficace entre les intercommunalités et les communes? Pour essayer de vous répondre, moi je pense que donc, pour que les maires souhaitent à nouveau construire, ou en tout cas retrouvent du courage dans des politiques, parce que c'est eux qui définissent les PLU, les objectifs, les règlements. Alors, il y a très probable, on voit en tout cas, il y a certains pays dans lesquels c'est structuré, des mouvements. Alors là, j'ai fait Bimbi, je fais un NIMBY, maintenant je fais YIMBY,
vous aurez tous su. Donc là, c'est Yes in my backyard, qui est en fait un acronyme, encore une fois, en anglais, qui en France, ça n'existe pas. Mais on le voit, par exemple, à New York, il y a eu Open New York, qui est vraiment un consortium d'habitants hyper mobilisés, qui font des newsletters, qui s'engagent, qui font des propositions de loi, qui défendent des projets de construction dans New York, parce que la crise du logement est allée tellement loin qu'en réalité, les gens ne peuvent plus se loger et commencent à se rendre compte des effets sur leur vie quotidienne. Ensuite, on a en Angleterre un mouvement qui commence aussi, qui s'appelle Just Build Homes, qui est mentionné là et qui commence à prendre de l'ampleur, qui s'est également attelé à cette question. Et donc effectivement, sont très très vocaux les groupes d'opinion qui sont contre la construction. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait d'autres mouvements qui se fédèrent. C'est un peu utopique, mais c'est quand même un sujet important parce que mine de rien, in fine, c'est aussi la valeur sur sa propre parcelle qui est concernée. Et donc on peut très bien se dire que les gens, alors qu'on a aboli le minimum parcellaire, on a encore des maires qui disent non mais moins de 500 mètres carrés, vous pouvez pas construire sur votre terrain. Enfin, ça affecte directement, la valeur de leurs biens. Après, ça, c'est les habitants qui pourraient agir. Peut-être la prochaine slide, c'est plutôt suivre l'exemple japonais. À Tokyo, typiquement, on est sur une métropole qui est très intéressante parce que en 2002, ils ont fait une énorme réforme de leur loi de zonage en se rendant compte que effectivement, il y avait des gros sujets sur en fait, la capacité à loger et sur les inégalités, notamment liées aux biens patrimoniaux, au patrimoine. Et donc, ça, en gros, pour la faire simple, ils ont un plan de zonage qui est très simplifié, qui est établi avec des lois nationales, donc dans les zones commerciales, dans les zones résidentielles, dans les zones machins, on peut faire ça, ça, ça. Et ensuite, au sein de votre parcelle, vous avez vraiment beaucoup plus de liberté. Donc c'est d'ailleurs pour ça, eux, ils détruisent beaucoup plus leurs bâtiments, ils les reconstruisent. Alors c'est aussi avec des matériaux plus légers, ils ont aussi une culture avec les séismes, etc., qui est assez différente. Mais c'est intéressant dans ce que ça génère, c'est-à-dire que c'est une ville qui a triplé son parc de logements ces dernières années sans avoir de hausse de prix et en restant une ville, en fait une métropole mondiale dans laquelle on a des maisons abordables et donc et très bien reliées. Et là, on fait le lien avec Jean, mais avec des réseaux de transport extrêmement performants. Et donc, c'est pour moi, en tout cas, une réflexion à avoir entre un système étatique très encadrant et en même temps beaucoup d'initiatives personnelles. Et dernier point peut-être, mais là on a vu ces derniers jours avec les départements qui sur les DMTO pour récupérer de la fiscalité, c'est certain que là les réformes de ces dernières années qui ont retiré les bénéfices de la fiscalité sur l'immobilier aux échelons locaux ont endommagé complètement les incitations pour les maires à construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les produits de la taxe d'aménagement, les DMTO, la taxe d'habitation, la taxe foncière ne reviennent pas dans la poche des maires, je veux dire, évidemment qu'ils n'ont aucun intérêt à soutenir des projets. Donc, il faut absolument que ça leur revienne à un échelon local. Je prends juste, là, par exemple, la loi sur les taxes sur la plus-value. Aujourd'hui, ça va à Bercy. On pourrait imaginer, c'est un exemple parmi d'autres, je ne suis pas forcément en faveur de ça, mais que ça revienne aux collectivités et que derrière, elles puissent du coup vraiment, en plus, accompagner la densification douce. Parce qu'effectivement, si on commence à autoriser aux particuliers à dédoubler leur jardin et accueillir des nouveaux habitants, il faut que les communes aient les moyens d'accompagner ça avec des équipements, avec de l'infrastructure, etc. Et donc les ressources financières. Tu voulais dire quelque chose, non ? Alors, merci beaucoup Lily. On voit effectivement tous les imbroglios qui peuvent exister dès lors qu'on parle de la politique du logement. Il en existe sur d'autres sujets. Peut-être, Jean, je me tourne vers vous. Un autre sujet chaud un peu du moment, bien sûr, c'est la ZAN, zéro artificialisation nette, qui vise à limiter l'occupation des sols. Alors, on sait que la planification, c'est à la région, mais néanmoins, les communes, là aussi, conservent quand même un certain nombre de prérogatives. Est-ce que vous pourriez clarifier cette répartition qui est extrêmement complexe des responsabilités et surtout expliquer en quoi une gouvernance à l'échelle des aires urbaines pourrait être une solution ? Alors, je vais commencer par un exemple. Vous avez ici des cartes de densité à Oslo, à Lyon.
Et puis je vous ai mis le schéma sur Copenhague. Donc vous voyez à Oslo, les cartes sont à la même échelle, hein. Oslo est une agglomération qui est moins peuplée que Lyon, mais comparable, hein. L'aire urbaine d'Oslo, c'est 1,5 million d'habitants et Lyon est à 2,4 millions. Donc vous voyez, il y a une différence qui saute aux yeux, c'est effectivement l'occupation de l'espace. Vous voyez qu'à gauche, c'est très concentré autour des axes de transport, et à droite, c'est complètement émietté partout. La deuxième différence que vous ne voyez pas forcément, c'est qu'à gauche, j'ai une dizaine de communes, et à droite, j'en ai 520. Donc en fait, quand vous raisonnez à une échelle, votre échelle locale pour organiser l'urbanisme, et ben voilà ce que ça donne. Donc en fait, énormément de communes, chacun gère à son échelle, et vous avez cet émiettement communal. Pour décarboner les mobilités, ça sera beaucoup plus facile à gauche qu'à droite, évidemment, parce que vous faites ce que Copenhague a mis en œuvre, en tout cas a érigé en principe. À Copenhague, vous avez ce qu'on appelle l'urbanisme en doigt de gant, sur une main, et donc vous n'urbanisez qu'autour des axes de transport en commun. Copenhague, c'est la règle, c'est pas de construction à plus de 500 mètres d'une gare. Et donc tout ce qui est déplacement du quotidien de proximité du type commerce, école, balade, se fait à pied ou à vélo, et tout ce qui est déplacement long du quotidien, notamment ceux liés au travail, se font en transport en commun. Au milieu, ça se fait en voiture. D'autant plus que l'offre de TER est notoirement insuffisante. Donc c'est vraiment un problème de gouvernance qui a conduit à cet émiettement de l'occupation du sol, c'est-à-dire qu'une ville, elle se développe, l'étalement urbain en soi n'est pas mauvais, une ville, elle se développe, soit elle augmente en densité, soit elle s'étale. Mais la manière de faire l'étalement, ça change tout. À gauche, vous le faites autour des axes de transport, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des pôles de densité que vous organisez autour des axes de transport, qui soient routiers ou transport en commun. Et si vous faites routier, vous faites du transport en commun sur route. Et puis au centre, vous choisissez de facto la voiture. Et donc ce que propose en fait Lily en termes de logement, c'est vraiment de densifier, en fait, ville vivante, ce que propose, c'est de densifier, notamment dans les couronnes, le plus rapidement possible, plutôt que d'essayer d'ouvrir de nouveaux droits à construire. Cette deuxième carte, elle vous montre quoi? C'est la taille des ménages sur Lyon et Paris, l'aire urbaine de Lyon, l'aire urbaine de Paris. Donc en bleu, vous êtes à 1 ou 2 personnes. Et puis, plus vous êtes dans les fuchsia violets, plus vous avez des familles nombreuses. Et donc, on voit bien ici le fait que les familles, en fait, désertent les centres-villes de plus en plus. Donc, si vous voulez, on a non seulement socialement des villes qui se gentrifient, c'est-à-dire que les cadres, en France, c'est 20% de la population. À Paris, je crois qu'on n'est pas loin de 50 aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a un écart énorme. Et à Lyon, on était il y a 10 ans à 35%. Donc je pense qu'on est passé au-delà. Donc vous avez des gens qui sont socialement de plus en plus homogènes et qui en plus, avec des tailles de famille, donc des préoccupations de plus en plus homogènes, vous faites des politiques de plus en plus clientélistes et de moins en moins universelles. Et donc plus la taille de la commune va être petite, plus vous favorisez ça, parce que vous n'êtes pas à la bonne échelle pour organiser ça. On devrait organiser du logement pour tous, pour tout le monde, dans ces différents territoires. Sinon, vous, en fait, contribuez à abîmer le vivre ensemble, ce qui est, une fois de plus, un problème démocratique majeur. Donc là, ici, je vous ai mis, je passerai assez vite, vous voyez l'organisation de la mobilité dans une aire urbaine. Vous voyez que c'est un plat de nouilles, en fait. Tout le monde est responsable d'à peu près quelque chose. Et on se moque bien de le petit bonhomme qui est au milieu, là, qui, lui, doit se débrouiller avec ce syndicat, cette communauté d'agglos, les communes, les régions, les départements, l'État, etc. Ça, c'est typiquement le système lyonnais, mais pas que. C'est pas parce que c'est lyonnais, c'est parce que vous trouvez ça partout, en fait. Quand vous faites ça, vous arrivez à cette aberration économique, donc tout ça coûte cher quand même. Aujourd'hui, le transport en commun urbain, ça coûte 38 centimes le passager kilomètre, comme le TER, versus 0,26 la voiture. Donc le transport en commun en France, ça coûte 50% plus cher que l'usage de la voiture. Donc à la société, quand vous regardez ce que payent les administrations, ce que payent les ménages et ce que payent les entreprises. Donc le gain d'échelle qu'on espère avoir avec le transport en commun ne fonctionne pas globalement. Pourquoi pour les transports en commun urbains? Parce que, en fait, quand vous ajoutez des communes au périmètre de transport en commun, comme elles sont très nombreuses, chaque maire veut avoir sa ligne de bus, même s'il n'y a personne dedans.
Et en fait, vous avez des courbes de fréquentation qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au début, c'est très fréquenté au milieu et personne à la fin. Et comme on veut desservir tout le monde, eh ben on déploie des bus qui sont vides, alors qu'on ferait mieux de raccourcir ces lignes-là, faire de l'intermodalité, c'est-à-dire les gens prennent leur vélo ou leur voiture, ils vont rejoindre un pôle de transport en commun où là, ils ont beaucoup plus de fréquences. Donc on utilise mal l'argent et du coup, ça conduit à cette aberration. Alors j'ai remis quand même un tableau pour vous rassurer. Sur le domicile-travail, et dans les lieux où les transports en commun sont fréquentés, la voiture coûte beaucoup plus cher que les transports en commun. Ce qui veut dire que ça marche dans des endroits, dans les cœurs de ville, ça marche très très bien. Et pour ça, il faut quand même qu'on accepte la densité et qu'on accepte aussi de revoir notre modèle. Donc voilà, je vous ai mis ici l'évolution entre 1999 et 2017 de l'évolution des périmètres de transport public urbain. Donc vous voyez sur les courbes bleues et grises l'augmentation du nombre de communes et de la superficie de ce périmètre. Vous voyez en orange la densité qui baisse. Et puis vous voyez la courbe en rouge, c'est ça qui est intéressant avec l'échelle de droite. En 99, chaque fois que quelqu'un prenait un bus, un tramway ou un métro, ça coûtait 75 centimes en fait à la collectivité. Aujourd'hui, on en est à 1,09 €. 1,09 € en France. Vous imaginez. Donc on est dans une crise budgétaire qui est majeure, qui est durable. Il est urgent de réformer ce système. Voilà, donc ce qu'on devrait faire, c'est ça. Si j'étais à l'échelle de l'aire urbaine, j'aurais une unité qui s'occuperait intégralement en direct de tout ça, et puis qui devrait se coordonner avec le deuxième pouvoir local qu'il faut également renforcer, qui est celui de la région. Donc ça, je l'ai décrit, c'est l'actuelle gouvernance actuelle, donc avec les échelons, avec des gens qui ne sont pas élus au suffrage universel et qui exercent les plus hautes responsabilités. Et puis je vous ai mis pour les communautés d'agglomération de métropole le nombre de communes. Alors vous avez le cas de Reims qui est intéressant. Donc vous voyez que Reims, ils ont compris qu'ils n'étaient pas à la bonne échelle. Cherbourg a fait pareil, Le Havre aussi. Et donc ils ont fusionné entre la métropole ou la communauté d'agglomération et les communautés de communes environnantes. Ils ont fait une seule fusion. C'est courageux, hein. Je peux vous dire que je pense que ça a dû prendre du temps, c'est courageux, mais il leur reste quand même un petit souci, c'est qu'ils ont un nombre de communes qui est encore très important. Donc à Reims, 143 communes, ils sont à plus de 200 délégués. Donc autant vous dire que gérer une équipe de foot à 200, c'est quand même plus compliqué qu'à 10, et que donc vous êtes, en tant que patron de cette métropole, franchement, il faut être un artiste, c'est-à-dire que vous passez votre temps à négocier. On passe tel dossier, je te refais ta place de village, et tu m'embêtes pas. C'est ce que faisait Gérard Collomb du temps de la métropole en fait. Hein. Il négociait avec des tas de maires de petites communes qui pesaient rien du tout en termes de population, mais qui politiquement, comme il n'y a pas de répartition politique et démographique qui soit cohérente, qui politiquement pesaient beaucoup plus que démographiquement. Et donc ça oblige à des compromis incessants, dispendieux et coûteux. Voilà. Et ça, je vous ai mis pour finir l'évolution, donc vous voyez en bleu les impôts des communes, les impôts de l'intercommunalité, en rouge. Donc moi j'ai été élu communal, j'ai vécu ça. Quand on a créé les communautés de communes, les maires ont dit, attendez, je vous rassure, il n'y aura aucun transfert des agents communaux à l'échelon intercommunal. Parce que si vous voulez, pour un maire, je pense que l'image de son pouvoir dépend du nombre d'employés qu'il a sous sa coupe. Et donc quand vous faites ça, vous transférez les compétences, mais vous gardez les salariés. Donc on peut quand même s'interroger sur leur emploi du temps. Mais vous créez un nombre de postes très important. Donc on a créé 500 000 agents de plus et ça coûte 20 milliards d'euros de dépenses en plus en 20 ans en euros constants. 20 milliards par an pour cet échelon-là, pour financer le coût de cette inefficacité et le fait qu'on n'ait pas des territoires qui soient communaux, qui soient à l'échelle des espaces de vie. L'espace de vie, c'est vraiment là où j'habite et là où je travaille, c'est le plus grand. Et donc, ce qu'on propose, effectivement, c'est qu'on ait un maire pour cet espace de vie, avec une légitimité démocratique. Ce n'est pas une suppression des communes, comme l'a dit Jacques. Il faut garder l'échelon de proximité. Pompidou disait il faut que l'élu soit à portée de baffe. J'aime pas trop cette expression parce que ça supposerait que finalement le citoyen n'avait que des droits et aucun devoir et que finalement le politique serait une société de service. Non. Voilà, la démocratie, c'est la liberté et la responsabilité. Il faudrait une autonomie fiscale. Lily en a parlé. C'est-à-dire que si vous êtes l'autonomie ne peut pas se faire sans autonomie fiscale. Donc il faut une responsabilité avec une autonomie fiscale et puis des compétences locales beaucoup plus fortes à cette échelle. Concentration de la gestion du logement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les permis de construire,
ne se font plus à l'échelle des maires actuels, mais à l'échelle du maire de l'aire urbaine. L'occupation des sols, le PLU, donc, et puis la mobilité. Question juste du public, Jean. Est-ce que la création des autorités organisatrices de la mobilité a-t-elle permis d'améliorer la gouvernance du transport? Alors j'ai participé à la LOM, ça m'a toujours surpris cette affaire-là. Je vais me faire encore beaucoup d'amis. Mais si vous voulez, en France, on a une espèce de croyance que dès qu'on met une autorité publique, on règle le problème. Donc la LOM, un des slogans de la LOM, ça a été de dire il n'y aura pas un territoire sans autorité organisatrice de la mobilité. C'est pas ça qui va créer des trains, des bus là où il en faut, etc. Et je peux vous dire que en fait les AOM locales, donc maintenant tout le territoire est couvert par une autorité organisatrice de la mobilité, mais très peu s'occupent des transports en commun parce qu'en fait les transports en commun ne se justifient que là où il y a de la densité, et sinon c'est infinançable. Donc la plupart des AOM en France ne s'occupent pas de transports en commun. Donc en fait le problème reste juste entier. Merci beaucoup à vous trois, merci infiniment. Si vous voulez un petit peu approfondir le sujet, je vous invite effectivement à lire votre étude, Jacques et Jean, que vous avez publiée à l'Institut Terram. Sur le logement aussi, Lily, tout ce que vous faites avec Ville Vivante, parce que c'est passionnant. Et puis, je sais que demain et après-demain, les débats continuent. Donc, que vous soyez ici ou en ligne, on sera très heureux de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup.